Bien, bonjour à tous. On l'a largement dit, nous fêtons le 950e anniversaire de la dédicace de l'abbatiale. Il a été donné comme sous-thématique à ces festivités une église dans la cité. Donc moi, c'est de ce thème dont je vais parler, puisque Emmanuel Moreau vous l'a dit, ça a été mon sujet d'étude dans le cadre d'un master de recherche à l'université de Toulouse-Le Mirail. Et donc je vais vous en faire part d'une petite partie de ce travail, pour vous parler donc du bourg Saint-Pierre de Moissac. On sait que l'abbaye de Moissac est sans conteste une des plus grandes puissances de la région à l'époque médiévale. Mais bon, paradoxalement, on sait très peu de choses sur la ville qui s'est développée à ses pieds. Cette ville n'apparaît dans les sources écrites conservées qu'à partir de la fin du XIe siècle. Toutefois, les très riches archives municipales de la ville conservent un document essentiel à la connaissance de la cité. Je vous en ai mis un exemplaire, une page de ce livre d'estime. En fait, il s'agit du plus ancien cadastre de la ville. Un cadastre au Moyen-Âge ne ressemble pas au cadastre d'aujourd'hui. Ce n'est qu'à partir de l'époque napoléonienne, avec le cadastre napoléonien, qu'on a une liste de biens associée à un plan. Au Moyen-Âge, on avait juste ces estimes, c'est-à-dire la liste des déclarations des contribuables de la cité. Donc, dans le cadre de mon étude, j'ai travaillé sur ces estimes, sur cette liste de biens, et mon travail a été d'en extraire un plan. Ceci par l'intermédiaire du support informatique qui m'a facilité le travail. Et donc, ça m'a permis de cerner un peu plus précisément la configuration de Moissac au Moyen-Âge et d'en reconstituer un parcellaire certes approximatif, mais qui constitue une base de travail pour réfléchir sur la cité de Moissac au Moyen-Âge. Alors, ce document laisse dans l'ombre toute une partie de la cité au nord, la partie qui correspond à l'abbaye. Vous voyez donc en rouge, j'ai gardé le tracé des îlots, c'est-à-dire l'ensemble des habitats entourés par les rues, parce que le réseau des rues est resté assez stable depuis le Moyen-Âge. J'ai vidé l'intérieur de ces îlots et j'ai remplacé à l'intérieur par le parcellaire médiéval, le parcellaire de 1480. Et donc vous voyez au nord, j'ai remis l'abbatiale et son cloître, mais tout est vide, tout simplement parce que l'abbaye ne paie pas d'impôts, donc n'apparaît pas dans les estimes. Tout comme... oui, pardon. Sinon, j'ai ça, voilà. Tout comme ici en bas à gauche, vous avez toute une zone vide. C'est le château du roi, avant qui était château des comtes de Toulouse, le co-seigneur de la ville avec l'abbé de Moissac, et donc qui lui aussi évidemment ne paie pas d'impôts et donc n'apparaît pas dans le registre. Voilà. Alors, même si cette abbaye n'apparaît pas, en revanche, ces études des estimes m'ont permis de glaner des informations sur l'évolution des liens qui unissaient la cité au monastère. Je vais tout d'abord aborder la question complexe des origines de la cité, avant d'en dresser le portrait pour la fin du Moyen-Âge, parce qu'il n'y a qu'à partir de cette époque-là qu'on peut avoir une idée assez précise de la configuration de la cité. Et enfin, je vais terminer en évoquant l'évolution de la puissance de l'abbaye dans la ville. Alors, nombre d'historiens ont longtemps affirmé que Moissac était une ville d'origine antique.
Cela en se basant sur la chronique des abbés de Moissac, rédigée par un des plus illustres abbés, Aymeric de Pérac, qui a été abbé de Moissac de 1377 à 1406. Et dans sa chronique, il affirme qu'en beaucoup d'endroits, dans les champs et sur les voies publiques, se voient de vieux dallages qui témoignent d'anciennes villas entièrement détruites. Alors, on ne peut nier la présence de vestiges antiques dans les alentours de Moissac. On connaît la villa du Bartac, on connaît depuis 2008 le site vinicole de la zone du Luc, sous l'ancien carrefour, puis maintenant Intermarché. On connaît évidemment l'édifice de bain antérieur à l'église Saint-Martin. Mais cela ne permet en rien de conclure qu'il existait une ville constituée à Moissac dès la période antique. Dans tous les cas, les quelques fouilles et sondages archéologiques qui ont été réalisés dans le sous-sol moissagais n'ont pu le confirmer. Ainsi, Armand Viré, que vous connaissez sûrement, grand scientifique de la seconde moitié du XXe siècle, qui a beaucoup fouillé à Moissac, avance que le marais sur lequel la ville est bâtie n'a reculé sous l'action humaine qu'à partir de l'époque carolingienne. On aura certainement des informations supplémentaires après les résultats, quand seront sortis les résultats des fouilles qui ont été menées rue de la République par l'Institut national de recherche en archéologie préventive, fouilles qui ont eu lieu au printemps dernier, me semble-t-il, et donc où nombre de vestiges ont été relevés, notamment des bois conservés qui pourront être datés par le carbone 14 et qui là vont enfin nous apporter des fourchettes de datation précises concernant l'installation de cette cité. Voilà. Alors, je parlais de l'époque carolingienne. Pierre Sirgan a ressouligné ce fait tout à l'heure. C'est à partir de cette époque-là, désormais, que l'on date les débuts du monastère Saint-Pierre. Et l'installation de la communauté monastique et la construction de l'abbaye ont probablement joué un rôle d'aimant pour les populations voisines. Ainsi, c'est depuis les travaux de recherche de Nelly Poustomis, qui est professeure à l'université de Toulouse-le-Mirail, qu'on considère que la cité de Moissac est un bourg monastique, c'est-à-dire une ville créée au pied d'un monastère. Et même plus précisément, un bourg monastique juxtaposé de plans massés. Voilà, là ce sont des termes un petit peu scientifiques. Tout simplement, ça signifie que c'est un bourg qui s'est développé à proximité immédiate de l'abbaye, selon un plan très resserré. Et donc ça laisse présager une antériorité des quartiers à proximité immédiate du monastère. On ne connaît malheureusement rien de la cité des origines. La plus ancienne mention de la ville qui soit conservée dans les archives, je le répète, date de 1080. Mais à cette époque, 1080, on constate que le bourg est déjà bien organisé car on y connaît une place, probablement un marché, et on a la mention d'un conseil composé de 3 chevaliers et de 3 bourgeois. Donc ça nous laisse supposer qu'il y a déjà une société urbaine déjà bien hiérarchisée. Alors, voici la plus ancienne représentation de Moissac dont nous disposions. Vous la connaissez maintenant puisqu'elle a été choisie comme emblème un peu pour ces journées. Il s'agit du sceau du Conseil commun de la cité qui date de 1243. Donc vous voyez que Moissac y apparaît fortifié. On a une cité fortifiée avec des murailles crénelées. Murailles qui sont scandées de 5 tours, ici, dont 2 laissent... Oh, pardon, excusez-moi, je ne peux pas cliquer. Dont 2 laissent apparaître des portes. On peut présumer que les autres ici aussi en ont. Ensuite, on voit dans le fond une espèce de grand clocher
qui est probablement la figuration de l'abbaye Saint-Pierre. Et au premier plan, un autre édifice à étage qui pourrait être une évocation du pouvoir comtal et consulaire. Évocation car ce n'est qu'au début du XIVe siècle que les consuls de la ville ont le droit de construire une maison commune. Voilà. Donc voilà l'autre seule représentation de la cité médiévale, même si cette représentation est largement postérieure, puisque vous voyez qu'elle date de 1574. Il s'agit donc du portrait de la ville de Moissac, réalisé par François de Belleforest, dans le cadre d'un ouvrage de géographie, un des premiers ouvrages de géographie qui a été imprimé et diffusé, largement diffusé, la cosmographie universelle de tout le monde, de Sebastian Münster, où on a donc des portraits de cités, et on a la chance d'avoir celle de Moissac. On y retrouve ici l'enceinte fortifiée, le mur d'enceinte comme sur le sceau, avec les murailles crénelées, scandées de petites tourelles, et ces grandes tours qui servent de porte. On a ici la porte Saint-Jacques au premier plan. Voilà. Ici, en H, je ne sais pas si vous arrivez à voir les lettres, on a probablement la tour du château comtal, qui devient après château royal, que vous avez aperçu sur le plan de tout à l'heure. Donc on voit aussi qu'il y a une seconde muraille, ici, à l'ouest de la cité, qui vient protéger les faubourgs, et probablement ici une continuité, un autre petit bout de muraille, le mur de la Redouve, qui peut-être était prolongé jusqu'à la cité, on ne sait pas, ou peut-être que c'est un projet qui n'a pas abouti. C'est une des hypothèses en fait. Cette seconde ligne de muraille aurait été projetée selon un plan d'extension de la cité pour le XIIIe siècle, mais finalement ça n'aurait pas abouti puisque le XIVe siècle a connu c'est une période de déclin avec la guerre de Cent Ans et tous les malheurs qui ont suivi. Donc une expansion qui n'aurait pas pu se réaliser. Alors on voit que les faubourgs de la cité sont très peu bâtis et on y repère dans ces faubourgs les églises paroissiales de la cité, des paroisses urbaines. Mais vous voyez que le bâtiment église est rejeté à l'extérieur de la cité. Vous avez au sud ici l'église Saint-Jacques et l'église Sainte-Catherine. Donc ces églises et ces paroisses n'apparaissent dans les archives qu'à partir du XIIIe siècle. Là aussi, ça laisse sous-entendre que si au XIIIe siècle, il y a de nouvelles paroisses qui se créent, c'est que peut-être à cette période-là, on a une extension de la population, une augmentation de la population. Ensuite, on voit deux autres églises qui sont chefs-lieux de paroisse, mais cette fois beaucoup plus anciennes puisqu'on les connaît dans les archives à partir de 1073. Vous avez ici, à l'extérieur des murailles, vous la connaissez sûrement, c'est l'église Saint-Martin qui existe toujours. Son ancienneté n'est pas approuvée, puisque vous savez qu'elle est bâtie sur un site antique, avec probablement une continuité d'occupation tout au long du Haut Moyen-Âge et pendant le Moyen-Âge. Donc, ça laisse supposer qu'il s'agisse de la paroisse primitive pour les habitants de la zone aux alentours de ce qui va être Moissac, peut-être même un lieu d'agglomération avant l'installation du monastère, mais ça c'est une question en suspens encore qui n'a pas été réellement réglée. Et il y a une autre paroisse qui est citée à partir de 1073, donc très tôt. Vous avez les vestiges de l'église qui sont ici, tout en haut, au début de la colline. C'est l'église Saint-Michel. Donc on la connaît à partir de 1073 et elle est juste derrière le monastère, au nord. Et le fait que cette église soit très ancienne
et la permanence du toponyme Saint-Michel, on le reverra par la suite quand je vous présenterai la ville, peuvent permettre à d'émettre l'hypothèse qu'il s'agisse de la première zone d'agglomération aux abords du monastère, donc l'embryon de la cité. Mais on reverra ça par la suite avec la présentation de la ville. Enfin, que dire, dernier mot sur ce portrait de Moissac. On voit que l'habitat est extrêmement resserré à l'intérieur des murailles, tellement resserré que finalement on ne peut pas en dire grand-chose. On voit quelques tours, mais voilà, on ne peut rien dire beaucoup. D'où l'utilité des estimes de 1480, dont l'étude a permis de renseigner assez précisément sur la configuration de la cité à la fin du Moyen-Âge. Donc en 1480, la ville est divisée en 5 quartiers de taille inégale. Vous avez au sud du monastère, donc le monastère ici, au sud du monastère, en marron, le quartier Saint-Michel, le plus petit de tous les quartiers. À droite, on trouve ici le quartier Guilherand. Au sud, enfin plus au centre de la ville, le quartier Malaveille. Et au sud de ce quartier Malaveille, on a le quartier Saint-Jacques et quartier Saint-Ansbert. À cette époque-là, il s'appelle encore quartier Saint-Ansbert, mais on a une première mention de rue Sainte-Catherine pour cette rue-là. Donc on est à une période de changement du toponyme. Et aujourd'hui, voilà, ce quartier est plutôt connu sous le nom de Sainte-Catherine. Donc chaque quartier est organisé globalement de la même façon, autour d'une rue éponyme qui part d'une place et qui se prolonge jusqu'à atteindre une tour-porte qui va ouvrir sur les faubourgs, le faubourg du même nom. Donc par exemple ici, on a là, pardon pour les occitanistes confirmés, j'ai fait ma formation d'occitan à partir de l'étude de ces estimes, donc excusez les erreurs de prononciation. Donc on a ici la carrière au derecho de Guilherand, qui aboutit sur la porte de Guilherand et qui part de la place Adel Peyman. Donc l'espace de la cité s'articule autour de 2 places majeures. Tout d'abord, ici, on a une petite place qui existe encore, même si elle s'est agrandie, puisque ici, vous avez la place des Récollets aujourd'hui. Voilà, toute cette zone aujourd'hui, elle est vide. Mais voilà, Voilà, le croisement des rues ici se faisait au pont Trégantier. Donc c'est un espace primordial de circulation, puisque vous voyez qu'il y a les 4 grandes rues, les 4 rues majeures de la cité qui partent d'elle. Et puis aussi, on sait que c'était un lieu d'échanges commerciaux, puisqu'en 1480, on y trouve l'Oubradou del Moustier, c'est-à-dire l'atelier boutique qui appartient au monastère, et on y trouve aussi une poissonnerie. Mais évidemment, la place principale, elle est ici, la place du paiement, qui est l'actuelle place Roger Deltil, et elle permettait d'accéder, comme de nos jours, à l'abbatiale Saint-Pierre, mais aussi ici, à ce qui est encore, mais qu'il était déjà au Moyen-Âge, du moins en 1480, la maison commune des habitants. On y trouvait aussi les bancs de boucherie, c'est-à-dire les bouchers, Et c'est là qu'avait lieu la majorité des échanges commerciaux, du moins dès le XIIe siècle, puisque c'est stipulé dans la charte de coutume de la ville. On sait qu'il y avait une halle sur cette place. Alors là, le plan est à l'envers. Vous avez ici l'abbaye, donc la place qui est ici, et ce petit rectangle ici, dessiné par Beauménil en 1772, c'est la fameuse halle dont je vous parlais. Elle n'est pas mentionnée dans le livre d'estime, mais elle existait probablement dès la fin du XIVe siècle. Elle a été détruite en 1805, et à cette époque, on l'a décrit comme un affreux hangar supporté par 8 piliers de bois et recouvrant seulement 180 mètres carrés. Voilà.
Donc juste pour vous bien insister sur le fait que cette place du paiement est le lieu d'échanges commerciaux majeurs de la cité à l'époque médiévale. Alors en 1480, la cité était densément bâtie, comme on l'a vu sur le portrait qui est postérieur, mais c'était déjà le cas en 1480. Donc voilà, ce sont des documents de travail que je vous fournis, donc forcément, c'est pas forcément très, très beau, mais voilà. Alors il faut faire abstraction des zones blanches dont je vous ai parlé, qui ne peuvent pas être renseignées, le monastère, le château du roi, mais aussi vous avez certaines zones qui sont laissées en blanc parce que le livre d'estime ne rend pas compte de toutes les possessions, de tous les biens qui existent dans la ville. Les biens nobles, je viens de vous le dire, ne sont pas référencés au registre des impôts, mais aussi les biens des Nikil ou Nichil, on connaît les deux prononciations, c'est-à-dire les gens qui sont trop pauvres pour être imposés. Donc il y a des biens qui n'apparaissent pas. Certaines fois, j'ai pu les trouver en confront de parcelles déclarées, mais pas toujours. Du coup, j'ai quelques petites zones blanches. Et pour comprendre la densité de l'habitat, il faut faire abstraction de ces zones blanches et regarder uniquement les parcelles qui sont les zones en beige, qui correspondent à des oustals, donc des maisons, et le bleu et le orange qui sont des zones vides. Donc vous voyez que avec cette carte, on peut voir la densité d'habitat dans chaque quartier. On sait qu'en 1480, il y a plus de 600 oustals qui sont référencés dans la cité, donc 600 habitations à l'intérieur des murs. Donc je vous le répète, ce sont les surfaces beiges et qui représentent 75% des biens qui sont déclarés. Et les eirals en bleu, ce sont les espaces vides, mais en fait ce sont des emplacements à bâtir. C'est la définition qu'en donne Charlie Gounet. Et donc en fait ça constitue une réserve de maisons à construire. Donc leur étude a permis d'évaluer le taux d'occupation un peu dans chaque quartier. Et donc vous voyez que le quartier Saint-Michel, où il y a très peu de bleu et de orange, en fait, il semble totalement saturé en 1480. Et en revanche, les quartiers Malaveille, ici, vous voyez toutes ces zones bleues, Sainte-Catherine et Saint-Jacques ici, ont plus de 30% de leur territoire disponible à la construction. Alors, est-ce que ces quartiers du Sud sont moins attractifs? Est-ce qu'ils sont plus récents? Est-ce qu'ils ont été désertés au cours de la guerre de 100 ans? Voilà, ce sont les questions qu'on peut se poser pour réfléchir sur l'évolution de la cité. Mais en gros, on voit qu'il y a quand même une préférence des quartiers du Nord par rapport aux quartiers Sud. Alors, l'autre particularité de ce quartier Saint-Michel au pied de l'abbaye, il apparaît grâce à l'étude des alivrements. Alors, pardon encore pour les cartes pas drôles. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, on voit à peu près les couleurs. L'alivrement, c'est la valeur théorique du bien qui sert à calculer la base de l'impôt. Donc, dans les différents quartiers, les maisons fortement alivrées, celles qui ont le plus de valeur, elles sont situées, évidemment, au bord des grandes rues qui desservent la cité. Et on voit que plus on s'éloigne de ces rues, plus on va vers les murailles qui sont ici, plus c'est moins foncé, donc les maisons ont moins de valeur. Sauf dans ce quartier Saint-Michel, auquel on peut rajouter peut-être cet îlot ici, qui en 1480 est référencé dans le quartier Malaveille, mais vu la configuration, je pense qu'il faudrait plutôt le rattacher au quartier Saint-Michel, parce qu'il a les mêmes caractéristiques et il est autour de la grande rue Saint-Michel. Donc ici, dans ce quartier Saint-Michel, l'alivrement est assez homogène et il est plus élevé qu'ailleurs.
Les maisons ont plus de valeur qu'ailleurs, notamment en moyenne, les maisons valent près du triple que dans le reste de la cité. Donc en résumé, ce quartier Saint-Michel, voilà, donc je vous disais ici, le marron au pied de la cité, plus cet îlot. Ce quartier Saint-Michel, qui s'articule entre les deux pôles commerciaux de la ville, ici. La place du Pont-Trégantier et la place du Paiement. Place du Paiement où sont concentrés la plupart des marchands, les bouchers, la maison commune, lieu d'expression du pouvoir politique de la communauté d'habitants. Ce quartier où l'habitat est plus dense et, pour toutes ces raisons d'ailleurs, où l'habitat est plus cher que dans le reste de la cité. Et bien, ce quartier qui se développe directement au pied de l'abbaye Saint-Pierre pourrait bien être le quartier primitif de la cité organisée. Et il pourrait résulter du déplacement d'un premier noyau d'habitat, la paroisse Saint-Michel, au nord du monastère, dont je vous parlais tout à l'heure, où l'on sait qu'il y avait des maisons très tôt dans le Moyen-Âge, au nord du monastère. Ce premier noyau d'habitat, qui aurait forcément été contraint par le relief, puisqu'il c'était au pied du coteau, il aurait pu être déplacé au sud du monastère avec une translation du toponyme, puisque c'est le quartier Saint-Michel. Dans cette zone au sud du monastère, certes, zone marécageuse, mais qui a été asséchée et qui offrait des perspectives d'évolution jusque vers le Tarn. Donc ça reste une hypothèse, c'est une proposition. Et je vous le disais tout à l'heure, on attend maintenant fébrilement les résultats des analyses des fouilles archéologiques qui ont été menées par l'équipe de Patrice Georges de l'INRAP, qui a fait des sondages dans divers endroits de la cité, surtout ici au nord du monastère. On a des sondages au nord du monastère, on a des sondages ici, on a un sondage plus ancien dans cette rue, et on va comparer ces résultats maintenant avec des datations précises, et on pourra avoir maintenant des fourchettes d'évolution, enfin je l'espère, des fourchettes de datation précises concernant l'organisation de cette cité, voir s'il y a un plan vraiment d'assèchement des marais, contemporain d'ailleurs ou pas, de la construction du monastère. Et donc on aura une idée beaucoup plus précise de l'installation des Moissaguets dans leur cité. En tout cas, c'est incontestable, Moissac est née grâce à l'abbaye Saint-Pierre. Elle s'est développée à ses pieds. Mais qu'en est-il concrètement des possessions du monastère dans la cité ? Alors, à ce sujet, une bulle papale nous apprend qu'en 1240, l'abbaye possède la moitié de la cité de Moissac. Mais l'abbaye va encore accroître son patrimoine dans les années suivantes. En effet, on le sait grâce aux travaux de l'historienne Nicole de Peña, qui a dressé une carte qui rend compte des acquisitions de l'abbaye dans la cité entre 1275 et 1319. Alors on voit qu'au cours de cette assez courte période, en fait, le monastère a acquis tous les petits points qui sont dessinés sur la carte. Donc le monastère, pendant ces quelques années, a acquis plus d'une centaine de biens dans la ville. Et ça lui permet d'ailleurs de conclure à Nicole de Peña qu'à cette époque-là, donc tout début XIVe siècle, l'abbaye est devenue à coup sûr le premier propriétaire urbain de Moissac. Alors le livre d'estime de 1480 nous apporte quand même quelques renseignements pour la fin du XVe siècle, car sur les 1170 biens déclarés dans la cité, il y en a 125 qui sont francs de toute charge. Je suis désolée, les historiens travaillent avec des chiffres, ça n'est pas très, très intéressant, mais c'est notre base de travail. Voilà. Donc 125 biens francs de toute charge, et les autres, en fait, biens, ils sont soumis au paiement d'une rente, le cens,
et une espèce de redevance en fait, qui consiste pour plus de 98% d'entre eux voilà, dans le paiement d'un cens aux propriétaires éminents du bien. C'est-à-dire que les propriétaires déclarants ne sont en fait que locataires du bien. Et alors sur les 114 propriétaires éminents qui sont référencés, on compte 43,7% de laïcs, 35,8% de religieux du monastère et 20,4% de personnes morales, c'est-à-dire, par exemple, il y a des biens qui appartiennent aux églises paroissiales, à l'hôpital, ou même parfois à la ville de Moissac, mais là, très peu de biens appartiennent à la ville. Là aussi, j'ai dressé une petite carte qui fait la répartition des possessions des grands propriétaires éminents majeurs. Alors, le propriétaire éminent laïque qui reçoit le plus de rente, c'est le seigneur de Camparno. Le seigneur de Camparno qui possédait un château au lieu-dit Camparno, sur l'actuelle commune de la Française, donc à peu près 10 km de Moissac. Château qui a été brûlé par les paysans locaux dans la nuit du 3 au 4 février 1790. Donc on sait assez peu de choses sur ce seigneur. Dans tous les cas, il possède la quasi-totalité de cet îlot ici, qui est un des îlots les plus intéressants au niveau de l'architecture médiévale dans la cité. Donc c'est tous les petits points bleus, en fait, sont ses possessions. Les autres propriétaires importants sont le seigneur d'Eléo. Vous avez, ça c'est le point violet, donc ce seigneur Johann d'Eléo, il habite ici, un grand seigneur de la cité, et d'ailleurs en 1480, il est consul du quartier Saint-Ansbert. Et on a aussi un autre grand propriétaire, c'est Jean Ricard. Lui, ses possessions sont signalées en vert. Jean Ricard, qui est le consul du quartier Saint-Jacques en 1475 et en 1486, et qui est aussi le propriétaire et probablement le fondateur, si ce n'est son père, du grand moulin de Moissac, le grand moulin de l'époque moderne, qui va rester jusqu'à nos jours et qui a été transformé aujourd'hui en hôtel du moulin. Alors, les religieux de l'abbaye Saint-Pierre constituent la deuxième catégorie de propriétaires éminents dans la cité, et ses faubourgs d'ailleurs. Leurs rentes sont réparties très inégalement entre les officiers claustraux. Le monastère en lui-même ne perçoit que 5 rentes. Donc on ne paie pas la rente au monastère, on paie essentiellement la rente à des officiers du monastère. Et c'est le pitancier de l'abbaye qui est le mieux doté, avec 183 rentes. Alors ce sont des points orange. Il dépasse même l'abbé du monastère qui, lui, ne bénéficie que de 111 rentes. Et juste après derrière, on a le sacristain avec 26 rentes. Donc je vous parlais d'inégalité au niveau de la richesse des officiers. Là, ça se voit. Le pitancier, en fait, qui a le rôle de receveur général et d'ordonnateur des dépenses des revenus de l'abbaye, c'est alors Rigal del Solier. Et l'abbé de Moissac, c'est Pierre de Caraman, à cette époque-là. On lui attribue généralement, ainsi qu'à son neveu, l'élévation gothique l'élévation de la nef et la réfection du chœur, donc de style gothique. Donc l'abbé et le pitancier, en 1480, ce sont les deux plus importants propriétaires, toutes catégories confondues, et ils perçoivent des biens, mais dans toute la ville, en fait. Voilà, Nicole de Peigne a pensé qu'ils étaient un petit peu éloignés de la partie sud-ouest, mais en fait non, en 1480, ils ont des biens dans toute la cité. Bon, on voit quand même que dans le quartier Guilherand et dans le quartier Saint-Michel, ils sont très très présents, notamment Guilherand. Donc les quartiers à proximité du monastère. Quoi qu'il en soit, sur un plan quantitatif, l'abbaye n'est plus le propriétaire éminent majeur comme au début du XIVe siècle, puisque les religieux de l'abbaye Saint-Pierre ne perçoivent que 36% des rentes.
Donc l'abbaye s'est probablement séparée d'une partie de son patrimoine au cours des XIVe et XVe siècles pour faire face à des dettes accumulées dès le XIIIe siècle, qui, selon Nicole de Peigne, sont le résultat des dépenses croissantes de l'abbé et de la communauté, ainsi que de pressions fiscales conjuguées de la papauté et du roi de France. Alors en fait, pour conclure, je souhaiterais souligner une dernière fois l'intérêt de ce livre d'Estime Moissaguet de 1480, qui nous a fourni des informations capitales sur la cité médiévale et qui n'a probablement pas encore livré tous ses secrets concernant Moissac. Et Moissac, en fait, apparaît comme une ville née évidemment au pied de l'abbaye, mais dont elle a essayé de s'émanciper tout au long du Moyen-Âge, une émancipation politique et surtout économique qui s'est concrétisée par la transformation du bourg monastique médiéval en riche cité portuaire à l'époque moderne. Voilà. Merci Estelle de nous avoir fait partager les résultats de tes recherches, de tes travaux de recherche, qui laissent augurer que de bonnes choses pour la thèse et qui va nous permettre justement d'en savoir un petit peu plus sur cette ville de Moissac, qui a été quand même, il faut le dire, un petit peu le parent pauvre de l'étude historique sur Moissac. Vous savez qu'on ne prête qu'aux riches, et évidemment, l'étude de Moissac s'est concentrée légitimement sur le plus beau cloître du monde, mais on essaie aujourd'hui de redécouvrir la ville qui s'est bâtie autour donc, de Moissac, et les sondages archéologiques dont tu parlais vont effectivement être une mine de renseignements, alors d'intérêt dans un premier temps très local pour connaître Moissac, mais également au plan national pour justement avoir une idée de la formation de ces bourgs monastiques. On pourrait parler bien sûr du bourg monastique de Montoriol, qui s'est bâti autour de l'abbaye Saint-Martin de Montoriol, avant de se déplacer vers Montauban aujourd'hui, et nombre donc de ces cités nées au pied d'une abbaye. J'en profite pour vous informer que vous trouverez à l'entrée un petit stand donc, de publication de la Société archéologique. Je fais la publicité certes, mais surtout, donc il y a un petit colloque sur les Grandes Selves, un colloque beaucoup plus important sur les hommes et pays de Moyenne-Garonne, mais également donc un bulletin de souscription qui vous permettra d'acquérir à un prix donc intéressant le premier volume de la collection des mémoires de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, donc des mémoires thématiques, et ce premier tome est consacré à Moissac, et vous y découvrirez une étude d'Estelle sur donc ces Moissagais de 1480, mais également les premiers résultats archéologiques des sondages réalisés par Patrice Georges Zimmermann, un article de Chantal sur donc, une nouvelle lecture de 2 chapitres Moissagais, et preuve que Moissac et l'histoire de Moissac est toujours vivante, une étude d'un universitaire japonais sur le culte des reliques à Moissac à la fin du Moyen-Âge. Donc voilà, je vous invite à prendre ce bulletin de souscription.